Bonjour tout le monde. Euh, Merci à Parkinson Montréal Laval de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis super heureuse d'être ici, surtout dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Alors peut-être pour vous parler un peu de moi, je suis neurologue et je me spécialise dans les troubles du mouvement. Alors je travaille à la clinique des troubles du mouvement de l'Institut neurologique de Montréal, qui fait partie du CUSUM, du Centre universitaire de santé McGill. Je fais aussi de la recherche, puis ma recherche porte vraiment sur l'aspect cognitif et comportemental de la maladie de Parkinson. Alors, je Je m'intéresse sais pas beaucoup aux comment ça va. symptômes cognitifs et aux Genre, symptômes d'humeur chez les gens avec la maladie de Parkinson. Vous allez voir que dans ma présentation aussi, je touche peut-être un peu plus sur le côté cognitif, justement, que d'autres aspects de la maladie de Parkinson. Alors, le sujet de ma présentation aujourd'hui, alors le titre de ma présentation, c'est Maladie de Parkinson au féminin, une expérience distinctive. Je vais vous parler de la relation entre le sexe et le genre et la maladie de Parkinson. Alors, je vous dis dès le début, c'est une présentation de données sans nécessairement avoir une conclusion qu'on peut tirer de ces données parce que c'est vraiment un domaine qui est encore en état de croissance. On est dans les débuts de comprendre tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça ne me dérange pas si on pose des questions pendant la présentation. Je ne pense pas que ma présentation devrait durer plus que 30 minutes, alors il devrait avoir beaucoup de temps pour poser des questions. Alors, la maladie de Parkinson peut affecter les personnes différemment et nous apprenons de plus en plus que le sexe, ça c'est les différences biologiques, et le genre, ça représente les rôles et les identités socioculturelles, jouent un rôle important dans ces différences. Et on croit que comprendre ces différences pourra nous aider à mieux personnaliser éventuellement les soins et le soutien pour toute personne touchée par la maladie de Parkinson. Alors ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Ce qui n'est pas mentionné aussi ici, c'est que d'identifier les différences ou le lien entre le sexe et le genre, ça peut aussi nous donner des indices vis-à-vis comment est-ce que la maladie de Parkinson affecte le cerveau et pourquoi ces différences-là sont présentes. Alors, le fait, je pense, le plus saillant à mentionner en lien avec le sexe et la maladie de Parkinson, c'est que les femmes sont 1,5 à 2 fois moins susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson que les hommes. C'est évidemment important de le mentionner. C'est une observation très, très importante. On comprend encore très peu pourquoi cette différence-là existe. Et c'est d'autant plus intéressant à noter puisque si on pense à une autre maladie neurodégénérative associée avec l'âge très commune, la maladie d'Alzheimer, elle est environ 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Alors, il y a vraiment une différence inversée entre la relation entre le sexe et la maladie de Parkinson et le sexe et la maladie d'Alzheimer. Alors, que voulons-nous dire par sexe et par genre? Je vais juste offrir un peu des définitions. Alors, le sexe, ça représente les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Alors, par exemple, les hormones, les chromosomes. Alors, la façon dont, dans la recherche, puis je vais vous parler beaucoup aujourd'hui de la façon qu'on peut faire de la recherche et qu'on a fait de la recherche sur ces questions-là pour que vous ayez un peu une intuition pour comment on peut arriver à certaines conclusions. Alors, dans le cas de la recherche, ici, je tire un exemple de nos questionnaires à nous. La question qu'on va poser pour déterminer le sexe, c'est quel sexe vous a-t-on attribué à la naissance, femme ou homme? Par contre, le genre, ça reflète les rôles, les comportements, les expressions et les identités socialement construites des filles, des femmes, des garçons et des hommes et des personnes de diverses identités de genre. Alors, une question qu'on pose vis-à-vis le genre, c'est la question d'identité de genre. Alors, comment vous décrivez-vous femme, homme, transgenre ou on donne toujours évidemment la possibilité de choisir de ne pas répondre à nos questions. Mais il y a aussi plusieurs autres facteurs liés justement à cette identité qui a été construite socialement, qui sont aussi importants à considérer, puis on va y revenir un peu plus tard. Mais en particulier, un de ces facteurs-là qui revient souvent, c'est la notion de, par exemple, l'éducation. Alors, toutes sortes d'expériences auxquelles notre accès pourrait potentiellement être déterminé par le sexe, femme ou homme. Alors, l'éducation est un de ces facteurs-là. Alors,
comme vous avez souvent répondu, je suis sûre, si vous avez participé à la recherche ou comme vous pouvez vous imaginer, la façon qu'on pose la question sur l'éducation, elle est très simple et on n'invoque pas la notion du sexe quand on pose des questions sur l'éducation, mais on sait qu'il y a un effet du sexe sur le niveau d'éducation. Puis ça s'étend à des domaines autres que l'éducation, parce qu'encore une fois, le genre, c'est une notion sociale et culturelle. Il s'agit de la façon dont la société s'attend qu'une personne se comporte ou s'habille ou travaille ou a accès à toutes sortes d'opportunités en fonction du fait qu'elle est un homme ou une femme. Et, par exemple, historiquement, c'est sûr qu'on voit ça peut-être de moins en moins, mais c'est certainement encore très pertinent pour la population de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il y avait des attentes différentes face aux hommes et aux femmes vis-à-vis de l'éducation, de la participation à la vie sociale et publique, le travail, et ces différences peuvent influencer la capacité du cerveau à se protéger des maladies neurodégénératives ou à compenser ou influencer la façon que les symptômes sont exprimés. Alors tout ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors, ces deux facteurs, les facteurs en lien avec le sexe et les facteurs en lien avec le genre, peuvent influencer la manière dont la maladie de Parkinson se présente et progresse. Alors, pour résumer un peu les données qu'on a face à la première question, comment la maladie de Parkinson peut différer entre les sexes? Alors, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des différences dans la présentation clinique? Et effectivement, on a trouvé, après plusieurs décennies de recherche sur cette question-là et des bases de données assez grandes pour pouvoir répondre à ces questions, on a noté que les femmes, généralement, démontrent plus de tremblements. Puis là, on fait vraiment référence au tremblement au repos, qui est un des symptômes classiques de la maladie de Parkinson, ont plus tendance à développer des dyskinésies. Puis ça, c'est une des complications de la médication qu'on utilise pour le traitement de la maladie de Parkinson et aussi présentent plus de symptômes en lien avec l'anxiété et la dépression. Tandis que les hommes, eux, ont tendance à avoir plus de symptômes en lien avec la démarche et les changements au niveau de l'équilibre, présentent plus de fatigue et de somnolence durant la journée et aussi ont plus tendance à développer des troubles cognitifs que les femmes. Alors, je veux vous donner un peu de l'information sur la façon qu'on mesure ces choses-là, parce que c'est sûr que la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment de la recherche qui a été faite chez les humains. Alors, on ne parle pas de modèles de Parkinson chez les animaux, on parle vraiment d'études épidémiologiques qui ont été faites chez les humains. Alors, pour mesurer les différences cliniques, bien, il faut être capable de mesurer la présentation clinique et si les gens dans l'audience ont eux-mêmes la maladie de Parkinson ou si vous êtes proche aidant, bien, sûrement que vous avez noté la façon que le neurologue ou le spécialiste en troubles du mouvement évalue la personne avec la maladie de Parkinson. Et les échelles qu'on utilise en recherche ressemblent un peu à ça. Alors, on a premièrement une échelle qui mesure la fonction motrice, ça s'appelle le UPDRS, le Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Et ça consiste en un examen moteur. Alors, c'est là qu'on observe la parole, s'il y a des changements au niveau de la parole, l'expression faciale, s'il y a des tremblements au repos. On fait tapoter les doigts comme ça, on fait des mouvements des mains, puis on donne des cotes à toutes ces observations-là pour déterminer le niveau de fonction motrice ou de symptômes moteurs qui affectent l'individu avec la maladie de Parkinson. On observe aussi par questionnement de quelle façon est-ce que ces symptômes-là affectent le fonctionnement et les activités dans la vie quotidienne. Donc, est-ce qu'il y a des changements, par exemple, au niveau de l'écriture, la capacité à s'alimenter, la capacité à se retourner dans son lit? Ce sont toutes des choses qui sont aussi liées à la fonction motrice. Alors, tout ça, ça fait partie du UPDRS qui demeure encore l'échelle qui est utilisée dans presque toute la recherche pour noter la sévérité et le pattern des symptômes moteurs chez les individus avec la maladie de Parkinson. Dans un autre domaine de fonctionnement aussi très important, il y a le domaine de la cognition. Alors, il y a plusieurs tests pour évaluer la cognition, mais un en particulier s'appelle le MoCA, le Montreal Cognitive Assessment, développé ici à Montréal. Et vous allez peut-être reconnaître par certains de ces tests, recopier une forme, devoir dessiner une horloge, des trucs comme ça pour évaluer la fonction cognitive. Alors, je vous montre tout ça pour que vous voyez, qu'il y a il y a un aspect subjectif à la façon qu'on mesure ces choses-là. Et cet aspect subjectif peut être d'une certaine façon aussi influencé par le sexe et par le genre. Et par exemple, un exemple concret à vous donner,
Le score sur le test du MOCA est ajusté en fonction de l'éducation. Alors, les personnes qui ont une scolarité de moins de 12 ans ont un point de plus, mais ce n'est pas nécessairement suffisant pour ajuster les effets de la scolarité. On parle beaucoup de différences dans la capacité des mathématiques ou la façon que les mathématiques historiquement étaient enseignées aux enfants. Alors, il y a quand même plusieurs items, par exemple, sur le MOCA qui dépendent aussi de capacités plus en lien avec les mathématiques. Alors, ce sont toutes sortes de façons qui pourraient potentiellement influencer la façon qu'on performe sur certains de ces tests et qui eux-mêmes cachent un peu les effets qui pourraient potentiellement cacher les effets du sexe et du genre. Alors, je veux revenir un peu pour vous montrer des données, des études qui ont été faites pour arriver à ces conclusions-ci, comme quoi les femmes ont certains patterns de symptômes et les hommes d'autres, et que généralement, on considère que non seulement la maladie de Parkinson, elle est plus fréquente chez les hommes, mais les hommes ont aussi une présentation clinique généralement plus sévère que les femmes. Alors, euh, ces conclusions-là ont été tirées quand même assez récemment d'une étude qui a été publiée en 2021. Alors, vous allez peut-être être surpris de savoir que même encore maintenant, on est en train d'étudier ces notions-ci. Et là, une raison pour ça, c'est qu'il faut avoir des très grandes bases de données, des très grandes études pour pouvoir vraiment aller évaluer ces différences-là entre les sexes, parce qu'on ne s'attend pas à d'énormes différences, on s'attend quand même à des petites différences. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes, mais ça veut dire qu'elles sont plus difficiles à capter dans des études. Alors, cette étude-ci, justement, représente une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, ça veut dire qu'on combine les données de plusieurs études pour arriver à un beaucoup plus grand échantillon qu'une seule étude pourrait avoir. Et on voit ici la liste. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mon curseur. Oui. Oui. Alors, on voit ici la liste des études ou le nom des cohortes. Alors, ça, ce n'est pas tellement important, mais vous pouvez voir ici dans la deuxième colonne, le N, ça, c'est le nombre de participants dans chacune des colonnes. Et l'information importante se situe ici au milieu. Alors, ces points noirs ici signifient la différence entre les femmes et les hommes au niveau de la sévérité de la présentation motrice. Alors, tous les points qui se situent à gauche de la ligne pointillée indiquent que les femmes ont une sévérité moindre que les hommes vis-à-vis la fonction motrice ou la sévérité des symptômes moteurs. Ce que vous voyez aussi autour de chacun de ces points, c'est une ligne horizontale qui représente l'intervalle de confiance. Donc ça représente à quel point est-ce qu'on peut vraiment déterminer s'il y a réellement une différence entre les femmes et les hommes. Et ce que vous allez noter, c'est que dans presque chacun des cas, cet intervalle de confiance traverse la ligne pointillée verticale. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne pourrait jamais, avec une de ces études-ci, déterminer qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes parce que l'échantillon n'est pas assez grand pour capter ces petites différences, qui, encore une fois, petite différence, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une différence importante, ça veut juste que ça veut dire que c'est une différence qui est plus difficile à déceler. Et c'est seulement en combinant ces environ 10 cohorties qu'il a été possible de déterminer que au total, si on évalue tous les patients qui ont participé à toutes ces études et qui ont complété des évaluations très similaires, on note qu'effectivement, il y a réellement une différence entre les femmes et les hommes et que les femmes ont un niveau de symptômes qui est moindre que celui des hommes. On a pu faire quelque chose de similaire, alors dans la même étude, pour comparer le niveau de fonction cognitive entre les femmes et les hommes. Et ici, la façon que c'est présenté, c'est un peu inversé. Les points qui sont à droite de la ligne pointillée reflètent une fonction moins bonne cognitive et on voit que c'est les hommes. La différence, là je m'excuse, je l'ai mal expliqué, mais qu'il y a une différence quand on combine encore fois plusieurs de ces échantillons-là et les hommes, au total, en examinant toutes ces cohortes, ont un fonctionnement cognitif qui est plus affecté par la maladie de Parkinson que par les femmes si on contrôle pour tous les autres facteurs. Évidemment, il y a des patients qui ont une maladie depuis 1 an versus 15 ans, qui ont 85 ans versus 65 ans. Tout ça, ce sont des facteurs qui influencent aussi non seulement le fonctionnement moteur, mais le fonctionnement cognitif, mis à part la maladie de Parkinson. Et ça aussi, ça explique pourquoi, pour pouvoir tenir en compte tous ces autres facteurs-là, il faut vraiment des très grands échantillons pour pouvoir mieux comprendre l'effet ici du sexe.
Alors, l'autre élément qui est très important à étudier, puis c'est justement généralement quand je vois des personnes dans ma clinique qui reçoivent un diagnostic de maladie de Parkinson, la première question, c'est comment est-ce que les choses vont évoluer dans le temps. Et là aussi, on voit qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes et que généralement, la progression, elle est moins rapide chez les femmes dans tous les domaines, que ce soit moteur, cognitif, fonctionnement autonomique et tous les autres domaines aussi. Alors, je vous montre ici les données d'une étude qui ont démontré ça. Alors, ce qu'on voit sur l'axe des Y ici, c'est le score UPDRS. Alors, le score de sévérité des symptômes moteurs. Un plus haut chiffre représente des symptômes moteurs plus sévères. Et sur l'axe des X, ici, on voit l'évolution avec le temps. Alors, la première évolution, après 12 mois, 24 mois, ici, jusqu'à 5 ans de temps. C'est un groupe de patients qui ont été suivis pendant 5 ans. Et les deux courbes qu'on voit ici représentent en bleu les hommes et en rouge les femmes. Alors, on voit que les hommes, premièrement, en général, la courbe qui représente les hommes, elle est plus haute que celle qui représente les femmes. Donc, les hommes ont un score sur l'échelle de sévérité motrice plus élevé que les femmes. Et on voit aussi que la courbe, elle est un peu plus à pic chez les hommes. Donc, il y a une plus grande évolution sur 5 ans dans le déclin des symptômes moteurs que chez les hommes que chez les femmes. Et dans cette même étude, ça, ce sont des études qui ont été publiées, une étude qui a été publiée en 2020, alors encore une fois, quand même assez récent. Cette deuxième image représente le changement au niveau de la fonction dans la vie de tous les jours. Alors, un peu l'échelle que je vous montrais tantôt où on demande comment arrivez-vous à écrire, comment arrivez-vous à utiliser des ustensiles. Toutes des choses, des activités qui représentent comment la fonction motrice, les symptômes moteurs peuvent influencer le fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, un chiffre plus élevé sur l'axe des Y représente une fonction qui est plus affectée, donc des symptômes moteurs plus sévères. Et on voit l'évolution sur l'axe des X jusqu'à 5 ans. Et on voit que la ligne bleue, qui représente les hommes, elle est généralement plus élevée que celle des femmes, donc d'une fonction dans la vie de tous les jours qui est plus affectée par les symptômes moteurs. Et encore une fois, la courbe, elle est plus à pic, alors il y a un changement plus accéléré sur une période de 5 ans chez les hommes que chez les femmes. Et là, la dernière chose que je vous montre sur cette diapo, c'est un tableau qui représente le risque de développer des déficits cognitifs avec le temps. Et encore une fois, ça regroupe des données qui viennent d'environ 10 cohortes différentes, donc représentant des groupes entre 100 et 500 patients. Alors, au total, il y a au-delà de 2000 patients, je crois, qui sont représentés par ce tableau-ci. Et on voit encore une fois alors, les points noirs sur chaque rangée représentent à quel point le risque de développer des symptômes cognitifs est moindre chez les femmes que chez les hommes sur une étendue de temps qui varie entre 1 an et 10 ans. Mais on peut aussi voir, parce que les lignes horizontales, généralement, traversent cette ligne pointillée-là verticale, que la confiance de cet énoncé-là dans chacune des cohortes individuelles est assez basse et qu'il faut vraiment combiner toutes ces cohortes pour avoir un très grand échantillon de personnes pour vraiment être capable de déceler qu'effectivement, il y a une différence chez les femmes et chez les hommes dans le risque de développer des symptômes cognitifs avec le temps et que ce risque-là, il est moindre chez les femmes que chez les hommes. Alors, c'est sûr que la communauté scientifique s'intéresse beaucoup aux explications possibles, aux mécanismes qui pourraient potentiellement expliquer ces différences-là. Et c'est très difficile dans les cohortes, dans des échantillons d'humains, de personnes avec la maladie de Parkinson, d'étudier ça, parce qu'il faudrait avoir accès à ces personnes-là dès la naissance pour pouvoir commencer des mesures sur qu'est-ce qui se passe au niveau de tout leur fonctionnement biologique et cérébral pour être capable de voir ensuite tous ces facteurs-là durant tout le long d'une vie, comment est-ce que ça peut par la suite influencer le développement ou la progression de la maladie de Parkinson. Alors, beaucoup de ces études-là ont été faites dans des modèles animaux.
Par contre, on a quand même été capable d'avoir certains indices dans des études épidémiologiques où on a, comme les données que je viens de vous montrer, on a un groupe de personnes avec la maladie de Parkinson, des hommes et des femmes, et ensuite on pose des questions comme à quel âge avez-vous eu vos premières règles? Quelle a été votre durée de fertilité? À quel âge avez-vous commencé la période de ménopause? Et ces questionnements-là ont mené à certains indices qui suggèrent qu'il y a un rôle au niveau des hormones entre la sévérité, l'âge de diagnostic et la progression de la maladie de Parkinson. Mais c'est encore un domaine qui est sous investigation et on a encore très peu de compréhension solide sur le lien entre les hormones et le développement et la progression de la maladie de Parkinson. Alors, là, je vous ai parlé des manifestations cliniques, mais ça représente, c'est quand même loin du cerveau lui-même et de la biologie de la maladie de Parkinson, parce que, comme je vous montrais un peu avec des choses comme le test de MoCA, le test cognitif, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas nécessairement la maladie de Parkinson qui peuvent venir influencer la façon qu'on mesure ces symptômes-là. Alors, la communauté scientifique s'intéresse beaucoup à savoir comment est-ce que l'aspect biologique de la maladie de Parkinson diffère entre les hommes et les femmes et est-ce qu'il y a une influence de facteurs reliés au sexe et au genre? Alors là, on parle de progression biologique et on est encore assez limité dans notre capacité à mesurer la progression biologique. Et par ça, je veux dire vraiment l'évolution de la maladie, la présence de la maladie dans le cerveau chez les humains, parce qu'on ne peut pas ouvrir le cerveau de personnes qui sont affectées par la maladie de Parkinson. On se penche beaucoup sur les études d'autopsie. Alors ça, c'est le post-mortem, des personnes qui font une donation de leur cerveau pour pouvoir ensuite regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais ça, c'est un point qui est très tard dans la maladie et qui ne nous donne pas vraiment d'indices pour justement cette période-là du début ou qui donne pas vraiment qui peut pas vraiment nous aider à comprendre pourquoi est-ce que les femmes et les hommes n'ont pas un risque de maladie et un risque de progression similaire. Alors, pour examiner la progression biologique chez les êtres humains, chez les individus avec la maladie de Parkinson, on a quand même certaines mesures auxquelles on a accès, mais qui demeurent limitées. Alors, je vais vous donner un peu des exemples du genre de mesures qu'on utilise dans la recherche pour aller voir justement cet aspect biologique de la maladie. Alors, on peut utiliser l'imagerie moléculaire. Ça, c'est le DAT scan. Je ne sais pas à quel point c'est connu. On y a accès au Québec et au Canada maintenant depuis quelques années. Mais ça, c'est une genre d'imagerie. Alors, c'est une imagerie du cerveau. On se met dans une machine qui ressemble un peu à un IRM ou à un CT scan. Et cette mesure-là, spécifiquement, mesure la perte de neurones qui produisent la dopamine. Alors, ça nous donne un indice de ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais c'est quand même limité parce que ça nous donne seulement un indice pour une partie du cerveau affectée par le Parkinson, tandis qu'il y a beaucoup d'autres parties du cerveau qui sont affectées par le Parkinson. On peut aussi mesurer de plus en plus des biomarqueurs fluides. Alors ça veut dire faire des prises de sang ou faire une ponction lombaire pour collecter le liquide céphalorachidien. Et dans ces liquides-là, que ce soit le sang ou le LCR, on peut mesurer certaines protéines. Généralement, on s'intéresse aux protéines qui sont produites dans le cerveau et qui représentent les maladies neurodégénératives. Et on a surtout eu du succès à mesurer celles en lien avec la maladie d'Alzheimer. Mais récemment, il y a certaines découvertes qui suggèrent qu'on peut faire la même chose pour les protéines en lien avec la maladie de Parkinson. Et ce sont les protéines dans le cerveau qui se rendent des fois dans les fluides systémiques comme le sang. Et en les mesurant, on peut avoir un peu une notion de l'évolution du processus biologique qui sous-tend la maladie. Alors, ça aussi, ça peut nous donner des indices et on peut faire des comparaisons entre les sexes ou regarder des liens avec les facteurs reliés au genre. Et finalement, ça, on en fait beaucoup ici au neuro, c'est de l'imagerie par IRM pour mesurer certains aspects du cerveau qui aussi donnent un indice vis-à-vis de la biologie et la progression de la maladie vraiment au niveau du cerveau. Donc, l'organe impliqué dans la maladie de Parkinson qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le cerveau, parce que c'est ce qui détermine comment est-ce que la maladie se manifeste. Alors, avec l'IRM, on peut mesurer plein de choses, mais par exemple, certaines mesures qui sont utilisées quand même assez souvent pour tracer la progression, c'est le volume du cerveau
ou l'épaisseur du cortex. Alors, le cortex, c'est comme la surface extérieure du cerveau où toutes les neurones sont. Alors, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des différences entre les sexes au niveau de l'aspect biologique et la progression biologique de la maladie de Parkinson? Alors, sommairement, si on regarde plusieurs études qui ont été faites à cet égard-là ou qui rapportent des comparaisons entre les sexes, il ne semble vraiment pas y avoir de différence. Alors, des études qui ont utilisé des scans comme le DAT scan ou d'autres types d'imagerie moléculaire n'ont pas montré de différence entre les hommes et les femmes au niveau de la perte de neurones produisant la dopamine. Les études qui ont examiné les biomarqueurs aussi n'ont pas vraiment montré de différence entre la présence au niveau des biomarqueurs de maladies neurodégénératives entre les hommes et les femmes. Et ici, je vous donne un exemple d'une étude qui a été faite ici au Neuro à McGill en utilisant l'IRM pour mesurer l'atrophie. Alors ça, c'est soit le volume du cerveau ou l'épaisseur corticale. Aussi, on ne voit pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, pour vous montrer, vous expliquer un peu mieux qu'est-ce qui est démontré ici dans l'image. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez la forme du cerveau. On voit le cortex qui a comme une forme ondulante comme ça. Et ce que les couleurs démontrent, c'est les parties du cerveau en bleu sont celles où l'atrophie, donc ça c'est comme la perte de volume ou le rétrécissement du cerveau, est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. Alors, il y a des régions du cerveau où il y a une perte de volume qui est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Et en rose, les parties du cerveau où cette perte-là, cette atrophie-là, elle est plus prononcée chez les femmes que chez les hommes. Et au total, il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Et ces différences-là qui sont notées dans différentes régions du cerveau ne diffèrent pas de celles qu'on voit à la base entre les hommes et les femmes qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Alors, il n'y a rien de particulier au niveau du volume du cerveau chez les gens avec la maladie du Parkinson qui différencie les hommes et les femmes. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à date, c'est que on a noté ça fait longtemps que c'est très clair qu'il y a une prévalence plus élevée de maladie de Parkinson chez les hommes que chez les femmes et une progression clinique plus rapide chez les hommes. Par contre, malgré ces différences-là épidémiologiques, il n'y a aucune différence nette entre les sexes observés dans l'imagerie dopaminergique, l'imagerie structurelle, ni avec les biomarqueurs liquides. Alors, c'est un contraste qui est quand même très intéressant et qui démontre à quel point la recherche pour comprendre ces différences-là doit continuer et doit être approfondie. Alors là, le dernier concept dont je voulais vous parler, c'est le concept de réserve cognitive avec la maladie de Parkinson. Alors, je ne sais pas si le terme de réserve cognitive, c'est quelque chose qui est connu de l'audience, mais je vais vous l'expliquer. Alors, la réserve cognitive, c'est un concept qui aide à expliquer pourquoi certaines personnes gardent de bonnes capacités mentales, donc cognitives ou motrices ou autres, malgré le vieillissement ou malgré la présence de maladies du cerveau, comme par exemple la maladie de Alzheimer ou la maladie de Parkinson. C'est un concept qui a vraiment été développé dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais de plus en plus, on l'applique à la maladie de Parkinson parce que la notion et la logique de ce concept-là demeurent la même. Alors, la réserve cognitive, c'est un peu comme un coussin de protection qui est construit tout au long d'une vie grâce à des activités qui, on présume, stimulent le cerveau, comme par exemple lire, apprendre, socialiser, être stimulé par notre travail, avoir beaucoup de défis en lien avec nos activités publiques ou sociales, faire des activités motrices, physiques qui peuvent être aidantes aussi. Et toutes ces activités-là, au fil d'une vie, on pense justement, servent à développer comme un coussin protecteur et qui permet au cerveau deux choses, on pense. Un, de retarder la progression de la maladie au niveau du cerveau. C'est comme si les neurones deviennent plus fortes et peuvent plus résister. Et deux, potentiellement aussi de mieux compenser pour la présence de cette maladie. Alors, deux personnes peuvent avoir la même accumulation de maladies au niveau du cerveau, mais ces deux personnes-là vont peut-être manifester des symptômes différents. Donc, au niveau des mesures que nous, on prend, comme c'est cette échelle-là motrice ou le score sur le test MoCA, ces personnes-là ne vont pas performer de la même façon parce qu'une personne arrive à mieux compenser que l'autre personne. Et on croit que c'est en partie en lien avec des facteurs reliés avec la réserve cognitive, donc ces expériences-là auxquelles on a eu accès tout au long de notre vie.
Alors, on croit que les personnes avec une plus grande réserve cognitive peuvent mieux faire face aux effets des atteintes cérébrales, car leur cerveau a développé des stratégies justement de protection et de compensation, ce qui mène à retarder les effets visibles sur la fonction moteur et la fonction cognitive. Alors, les, les études pour comprendre justement quelles sont les expériences au cours d'une vie qui sont les plus importantes quand on pense à la réserve cognitive. Euh, Encore une fois, on est limité dans la recherche dans ce qu'on peut vraiment aller mesurer parce que c'est pas possible, c'est très difficile de mesurer dès la naissance toutes les expériences auxquelles quelqu'un a eu accès, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, au niveau épidémiologique, la recherche s'est beaucoup concentrée sur des choses qui logiquement pourraient potentiellement aider, comme l'éducation ou les interactions sociales. L'éducation, c'est plus facile à mesurer parce qu'on peut simplement demander juste quel est le niveau de scolarité que vous avez atteint. Clairement, ça ne reflète pas nécessairement toutes les expériences éducatives que quelqu'un a eues au cours de sa vie, mais c'est une mesure qui est quand même qui sert à quelque chose. On sait aussi que les interactions sociales sont importantes, mais déjà là, c'est beaucoup plus difficile de mesurer les interactions sociales. Est-ce qu'on demande combien de membres de votre famille avec lesquels vous êtes en contact régulier? Combien d'amis avez-vous? Ben, est-ce que c'est le nombre d'amis ou est-ce que c'est le nombre d'interactions sociales qu'on a au cours d'une semaine ou d'un mois ou d'une année? Est-ce que c'est la profondeur versus la superficialité de ces interactions-là? Alors, il y a beaucoup d'aspects au niveau d'interaction sociale qui deviennent beaucoup plus difficiles à mesurer. Et je reviens sur cette notion-là des mesures parce que ça limite beaucoup notre façon d'étudier tous ces phénomènes-là parce que ce sont des phénomènes qui sont vraiment assez difficiles à mesurer puis assez difficiles à résumer, surtout lors d'études de recherche. Alors, ce que je vous montre ici, c'est que comme je vous le disais tantôt, un des facteurs en lien avec la réserve, avec les expériences de vie qui semblent être parmi les plus importants pour la réserve cognitive, c'est justement l'éducation. Et ce qu'on voit ici dans la figure que je vous présente, alors là, vous commencez à savoir que je regarde les points sur l'horizontale en lien avec la verticale. Alors, ce que ça représente ici, c'est des personnes qui ont eu plus d'éducation versus moins d'éducation. Et on veut voir à quel point est-ce que ce niveau plus haut d'expérience éducative a une influence positive sur le fonctionnement cognitif. Alors, si on prend la première rangée, le MMSI, c'est un peu comme le MOCA, c'est un test cognitif global. Et ce qu'on voit ici, le point noir que vous voyez, il est quand même loin à droite de la verticale. Les points qui seraient sur la verticale, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les gens qui ont eu plus d'éducation et moins d'éducation. Mais on voit ici que ceux qui ont eu plus d'éducation, ça mène à un effet positif sur leur score sur ce test-là de cognition globale. Et chacune des rangées ici représente un différent test cognitif. Il y en a sur l'attention, il y en a sur les fonctions exécutives, les fonctions visio-spatiales. Et globalement, on peut voir que tous les points sont à droite de cette verticale-là. Donc, généralement, un niveau d'éducation élevé est associé avec une meilleure performance chez les personnes plus âgées sur tous ces tests de cognition-là, quand on contrôle pour toutes sortes d'autres facteurs comme justement l'âge et toutes sortes d'autres choses. D'autres facteurs ont aussi été démontrés comme étant importants, comme je vous le disais un peu, pour la réserve cognitive, comme le statut socio-économique et les interactions sociales. Et je pense que c'est probablement quand même assez intuitif de voir que ces facteurs-là, comme je vous le disais déjà pour l'éducation, mais tous ces facteurs-ci, il y a quand même un lien avec le genre, mais qui est aussi difficile à évaluer. Alors, entre le genre masculin et le genre féminin, alors les femmes versus les hommes, historiquement, ont eu accès à ces expériences-là de vie d'une façon qui diffère entre les hommes et les femmes, et ceci peut avoir une influence par la suite sur l'effet de ces facteurs-là sur la réserve cognitive et ensuite sur la façon que les maladies neurodégénératives se présentent et progressent avec le temps. Toutes ces données dans la maladie de Parkinson demeurent encore assez préliminaires parce que ce n'est pas un domaine qui a été étudié de façon approfondie. Alors, les grandes cohortes de patients que je vous montrais sur les autres diapos, je vous montrais tout le nom de ces cohortes-là, il y en a très peu qui ont fait beaucoup de questionnements face aux expériences de vie qui pourraient être importantes justement
au niveau de la réserve cognitive. Et il n'y a pas d'études qui ont examiné directement le rôle du sexe sur ces facteurs-là dans la maladie de Parkinson. Alors, on comprend quoi qu'on peut soupçonner qu'il y a probablement un effet, et on sait qu'avec les effets et les études qui ont été faites chez les personnes avec la maladie d'Alzheimer, qu'il y a clairement une interaction entre le sexe et l'accès aux expériences de vie et ensuite la réserve cognitive. Cette recherche-là n'a pas encore été complétée chez les gens atteints de la maladie de Parkinson. Alors, encore beaucoup de questions auxquelles il faut des réponses. Tantôt, je disais que c'était le dernier sujet, mais maintenant, je parle du dernier sujet. La dernière chose, là, je change un peu de direction, c'est qu'il y a aussi des considérations relatives au traitement reçu par les individus qui sont influencés par le sexe et le genre et la prise en charge de la maladie. Alors, ça, c'est un domaine auquel moi, je m'y connais moins. C'est sûr que ça fait partie de ma pratique de tous les jours de considérer ces choses-là, mais j'ai fait une étude moins approfondie de la recherche sur ce sujet-là. Alors, je vous donne seulement quelques points sommaires. Alors, premièrement, on sait que les principaux traitements de la maladie de Parkinson, comme si on pense commencer la levodopa ou la possibilité qu'il faudrait faire la stimulation profonde cérébrale, ces traitements-là, il n'y a aucune raison de penser qu'il y aurait des différences chez les hommes et les femmes dans leur façon de fonctionner et qu'ils sont offerts aux femmes et aux hommes. Par contre, le sexe et le genre influencent, et ça, il y a des données préliminaires pour le suggérer, la manière que les personnes réagissent ou ont potentiellement accès à ces traitements-là. Comme par exemple, ça, je le mentionnais tantôt, les femmes, et ça a été démontré, ont tendance à développer plus de dyskinésie suite à la levodopa que les hommes. Et ça a été suggéré que c'est peut-être à cause de la distribution du gras dans le corps ou la masse musculaire versus la masse totale du corps. Certains facteurs comme ça qui pourraient influencer la façon que les personnes réagissent à certains médicaments. Si on pense à la stimulation cérébrale profonde, alors ça, c'est le Deep Brain Stimulation, il y a aussi une influence du sexe sur le processus décisionnel. Alors, il y a des données qui suggèrent que les hommes sont plus souvent orientés à la chirurgie. Et on ne comprend pas encore, est-ce que c'est parce qu'ils ont tendance à avoir plus intérêt pour la chirurgie, plus une capacité ou une tendance à évaluer le risque de la chirurgie versus le risque du traitement standard d'une façon différente des hommes et des femmes? Ou est-ce que c'est parce que le corps professionnel, les médecins et toute l'équipe médicale a tendance à expliquer ces risques-là de façon différente pour les femmes que pour les hommes, qui pourraient potentiellement ensuite mener à des décisions différentes entre les femmes et les hommes. Et il y a aussi une différence entre les femmes et les hommes pour le rôle des aidants et si cet aidant-là est une femme ou un homme. Alors, je pense que le point final sur tout ça, c'est qu'il c'est important de reconnaître ces différences pour développer des stratégies de traitement plus personnalisées et efficaces pour les hommes et les femmes atteints de la maladie de Parkinson et s'assurer que l'accès est vraiment égal, mais en même temps répond aux différences qui peuvent exister, que ce soit dû au sexe ou dû au genre. Alors, j'arrive à mes conclusions. Premièrement, le sexe et le genre sont des facteurs importants à prendre en compte dans la maladie de Parkinson. Il existe des différences dans la manière dont la maladie de Parkinson peut se présenter, progresser, affecter le cerveau et potentiellement répondre au traitement chez les femmes et chez les hommes. Et davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement ces différences et développer des approches de soins véritablement personnalisées et équitables. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'était très complet. Moi, j'en ai, si personne en a, moi j'en ai. En fait, quand on mentionne que les facteurs culturels, en fait, dans les études qui vont venir, peuvent affecter la différence, c'est intéressant de voir parce que d'un point de vue culturel, en fait, il y a une différence entre les personnes plus âgées. Si on étudie aujourd'hui les personnes plus âgées, culturellement, ils ont grandi avec une culture différente par rapport à l'accès à l'éducation et tout ça. Puis ça serait intéressant de voir au fil du temps aussi si justement il y a des réponses différentes avec une cohorte plus jeune qui a peut-être eu une différence
une différente expérience quant à l'accès à l'éducation et socio-économique et tout ça. Là, en tout cas, c'était Absolument. plus un commentaire, mais ça pourrait expliquer différemment les choses en évaluant deux cohortes différentes aussi. Absolument. Tout cet écosystème-là change graduellement, tout comme il y a un rapport qui a été produit par l'Organisme mondial de la santé qui mettait de l'emphase sur le fait qu'il y a qu'environ 40 à 50 du risque de développer une démence. Alors ça, c'est peu importe la maladie neurodégénérative sous-jacente, mais qu'en général, 40 à 50 du risque de développer une maladie neurodégénérative peut être déterminé par des facteurs sociaux, culturels, environnementaux, tous des facteurs qui sont potentiellement modifiables. Et ces facteurs-là, ça incorpore tous ceux qui sont en lien avec le genre, bien, ça va évoluer avec le temps, tandis que nos habitudes alimentaires, nos habitudes sportives, notre accès aux services communautaires qui pourraient nous garder en bonne santé lorsqu'on atteint un certain âge, tout ça, ça va évoluer avec le temps. Plus on en apprend, puis plus nos habitudes de vie changent. Puis c'est sûr que ça affecte les facteurs en lien avec le genre. Mhm. Merci. Il y a d'autres questions? J'en aurais une autre. En fait, la réserve de coussins de protection, la réserve cognitive, en fait, est-ce qu'elle se bâtit principalement au jeune âge ou ça continue, je croyais comprendre, mais ça continue de s'accumuler, cette réserve-là, quand même tout au long de la vie, même à un moment où on aurait le Parkinson, par exemple, si on continue de focusser sur des éléments de socialisation ou tout ça, ça peut avoir un impact quand même, ou si c'est surtout bâti au jeune âge, cette réserve-là? Alors, c'est une bonne question. On ne sait pas à quel point c'est important d'avoir ces expériences-là tôt dans la vie ou si justement, si le processus est déjà commencé dans le cerveau, est-ce qu'on peut encore modifier un peu le parcours? On pense que oui, il y a encore des possibilités de modification comme l'exercice est un bon exemple. Il y a quand même des données assez intéressantes et assez fortes qui suggèrent que une fois le diagnostic posé, ben, l'exercice aide la progression des symptômes moteurs avec le temps. Encore une fois, est-ce que c'est au niveau de la compensation ou est-ce que c'est au niveau de maintenir les neurones au niveau du cerveau? Ça, on ne le sait pas, mais ça suggère qu'on peut compenser même après le début de la maladie, alors que tout au long de la vie, ces facteurs-là sont importants. C'est justement pour ça, mettons, l'exercice. On passe beaucoup de temps à faire du counseling sur l'exercice dans nos rencontres. Mhm. Puis nous, ben, avec les activités qu'on fournit, c'est justement ce qu'on essaie aussi d'encourager les gens à bouger, hein, puis Mhm. Bouger, socialiser, tout ça. socialiser, oui, effectivement. La présentation va être enregistrée de toute façon, fait que si vous avez d'autres questions suite à, soit si vous revoyez la présentation, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions par après aussi. On pourra les transmettre à Mme Charles. OK. Et je ne voulais pas le mettre sur une diapo, là, mais on est constamment en train, nous, de recueillir des données de recherche chez les gens atteints de la maladie de Parkinson. Alors, si certains dans l'auditoire veulent participer à notre recherche, on a toujours quelque chose pour tout le monde. Et c'est ce C'est qui bien de le permet mentionner. justement de recueillir des grandes bases de données pour pouvoir aller examiner certaines de ces questions-là qui demandent des échantillons plus grands. D'ailleurs, j'ai lu aussi que les femmes sont souvent sous-représentées dans les recherches, hein. Elles participent pour différentes Ah oui, raisons, peut-être un peu moins. Alors, si on veut faire avancer les recherches au niveau des différences entre les deux genres, les deux sexes, ben, c'est important qu'on participe aussi. oui, Donc, absolument. ça aussi, il ne faut Absolument. pas hésiter à nous contacter. Souvent, on reçoit beaucoup d'informations au sujet des projets de recherche, puis tout ça, puis moi, ça m'arrive assez régulièrement d'orienter des gens vers des projets de recherche aussi, fait que ça nous fait plaisir de le faire. Mais merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Madeleine. C'est vraiment très apprécié. Le contenu était vraiment très, très, Pas très intéressant. éducatif. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Oui. C'est vraiment superbe. Mhm. Merci infiniment. Très apprécié. Merci. Merci Merci. encore de l'invitation, puis Merci félicitations pour beaucoup. la belle série. Merci. Merci Bye bye. beaucoup, c'était très intéressant.
Bienvenue. Puis aux participantes aussi, je vais peut-être mentionner qu'on va avoir une autre présentation le 28 avril qui va aussi traiter d'une manière différente, mais en complément aussi dans cette démarche-là de séance pour découvrir un peu plus sur les femmes et le Parkinson. Alors, pour être à l'écoute, on va vous envoyer ça prochainement aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Bye.